elle jette son sac, elle jette son cahier et elle dit: «Putain, mais avec ce bonus-là, moi je voulais m'acheter un Chanel, je vais être obligé de m'acheter un sac de secrétaire». On lui a Voilà, servi un stage, voilà. donc on lui sert un café, c'est C'est logique. c'est un Ouais. client qui est sûr de lui là. Ouais, c'est pas très pour la petite histoire, ce jour-là, le pauvre, il a fini à 4 heures du matin. Oh! C'est très, très rude. Ça devait être Ah, rude, c'est hein. rude. Bonjour à tous, je suis Adrien Rosenberg, directeur associé chez Alumni et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle First Round. First Round, c'est un podcast qui va inviter des anciens alumni pour venir parler de leur parcours en finance. Aujourd'hui, je reçois Maher Amirache. Maher, comment vas-tu? Salut Adrien, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va top, merci. Écoute, moi ça me fait plaisir de t'avoir avec nous parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît maintenant. Et ouais, Tu, as- presque 10 ans, hein. tu avais fait la formation Alumni en mars 2017, si je me trompe Mmh pas. mh. Mmh. Et un beau petit parcours depuis, on va en discuter. Tu es aujourd'hui directeur général de la société Wellness Society. Pour parler un peu de ton parcours, tu as démarré tes études à Montpellier Business School. Mmh. Tu as fait quelques stages en finance avant d'intégrer le Master Finance de l'ESCP. Suite à cela, tu as intégré la BNP en M&A Large Cap dans l'équipe TMT. Tout à fait. Et après à peu près 4 ou 5 ans d'expérience, tu es parti pour rejoindre du coup Wellness Society, une société spécialisée dans le bien-être, et on va en discuter. Si je voulais t'avoir sur ce premier podcast, c'est parce que j'aime bien ton parcours, un parcours qu'on va dire au départ semé d'embûches, et puis après une bonne trajectoire. Donc on va pouvoir discuter de tout ça. On va avoir 3 grands thèmes de discussion. Chaque thème va durer à peu près 15 minutes. L'idée, ça va être discuter de 3 choses dans ton cas. Premièrement, ton parcours d'étudiant. Deuxièmement, ton début de carrière en M&A. Et enfin, ton projet actuel que tu vas pouvoir un peu développer. Entre chacun de ces thèmes, on va discuter, on va faire des petits jeux. Je réserve un peu la surprise pour tout à l'heure. Que tu veux un peu nous raconter ton début d'études et ce que tu as fait en stage lorsque tu étais étudiant à Montpellier Business School. Très bien. Ouais, non, mais comme tu l'as très bien dit, effectivement, le début de parcours, il n'était pas semé d'embûches, mais en fait, il était un peu particulier par rapport au métier dont on va parler. Il n'était pas forcément, disons, classique. En fait, j'ai toujours été un bon étudiant au collège, au lycée, etc. Derrière, un bon étudiant, mais pas excellent. J'avais pas 18, 19, 20 de moyenne, mais j'avais toujours entre 15, 16, parfois 17 sur certaines matières, sur les matières qui me plaisaient le plus. Donc, naturellement, je m'oriente vers la prépa. Et en fait, Heu, je me je m'oriente vers une prépa où je pouvais avoir des très bonnes prépas, mais j'ai choisi la proximité avec, le cocon familial et cetera. Donc je vais dans une prépa à Nîmes et c'est là où on se rend compte qu'en fait l'environnement a un impact énorme sur la trajectoire de vie et on est en France et mine de rien la trajectoire, elle se décide, relativement tôt. À 18 ans quand on sort du lycée, on n'a pas forcément la tête, bien faite ou les idées bien organisées pour pouvoir savoir ce qu'on veut faire de toute notre vie, tu vois? Donc en fait, je fais une petite prépa, je choisis la entre guillemets «la facilité» ou la proximité, parce que je savais que je voulais faire du commerce, je savais que je m'orientais plutôt vers des métiers de business, mais je savais pas vraiment lesquels et donc je fais cette prépa-là. Derrière, effectivement, j'intègre, l'école de commerce de Montpellier et en fait, pendant ce cursus-là, je me dis: «Bon, attends, il y a une faille dans la matrice». Je me dis: «Il y a un problème. Moi, je vais payer une école un certain prix pendant 3 à 4 ans, mais on me parle potentiellement de salaire, à 35-40-45 K à l'année en sortie d'école. Moi, ça me va pas. Moi, c'est quelque chose que je visais beaucoup plus haut. Mes ambitions, elles étaient plus élevées et notamment, voilà, sur la rémunération, je voulais taper dans le top. Donc je me renseigne très rapidement. En me renseignant, votre équipe SEO, je pense, fait très bien le travail parce que en me renseignant, je tombe très rapidement sur Alumni et du coup, j'ai bouffé tous les articles de blog, de Alumni, les articles qui étaient publiés sur LinkedIn. J'étais très rapidement contacté. J'ai contacté des anciens de Alumni également pour savoir en fait que- quels étaient les parcours d'excellence une fois qu'on était en école de commerce. Donc il y a deux branches, la finance ou le conseil en strat. Et rapidement, en fonction des forces et des faiblesses de mon parcours, je me suis orienté vers la finance. Cours rapidement, je me mets comme objectif de devenir banquier d'affaires. Pendant ces, pendant ces années-là, j'ai eu de la chance de pouvoir tomber sur Alumni parce que ça m'a ouvert les yeux et surtout, ça m'a permis de construire un environnement qui comblait les lacunes de l'environnement que j'avais par ailleurs. Et donc, m'entourer des gens qui avaient les mêmes objectifs que moi, qui étaient en plus potentiellement plus connectés que moi, parce que mine de rien, banquier d'affaires en province, c'est compliqué. Soit ça n'existe pas, soit les gens ne connaissent pas. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait du coup ajouter un gros brand name sur mon CV.
Donc, je l'ai fait avec le master en finance de l'ESCP, qui est un excellent master et qui est une très très bonne formation par ailleurs. On le verra par la suite comment ça a pu m'aider sur le terrain. Et en fait, pour avoir la possibilité d'intégrer ce master à l'ESCP, j'ai essayé d'obtenir les meilleurs stages possibles. Donc, ma première partie de césure, c'est essayer de mettre un gros brand name, fait un stage à la direction stratégique d'accord. Là, pas de piston, quoi que ce soit, c'est juste énormément de networking et j'ai postulé comme un acharné. Donc, je suis tombé sur cette offre et au final, les entretiens se sont bien passés. J'ai eu de la chance d'avoir une jeune femme là-bas qui a cru en mon profil. Et donc, c'est 6 mois de stage qui m'ont permis, dès ma première partie, de saisir un beau nom, une boîte du CAC 40 dans un département un peu stylé, stratégie. C'était au moment en plus où Sébastien Bazin, le PDG d'Accor Hotel, venait d'arriver. Donc il y avait vraiment un vrai pivot stratégique au niveau de la boîte. Et ensuite, mon deuxième stage en deuxième partie de césure, là pour le coup, c'est une relation. L'ancien PDG de Lactalis aux US, enfin aux US et en Amérique du Nord en général, a été débauché du coup par PAI pour devenir PDG de l'Aberry Fine Foods, qui est un gros acteur de l'agroalimentaire qui fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui était du coup une société en portefeuille chez PAI. Donc cette personne-là, que je connaissais par ailleurs, m'a permis de rejoindre en tant que stagiaire la direction générale. Donc je l'accompagnais lui et le directeur M&A sur les potentiels build-up que la boîte devait faire et les potentielles cessions que la boîte également devait faire, parce que quand il y a un changement de CEO dans une boîte, il y a toujours un peu euh, une redéfinition du portefeuille de marque, d'une portefeuille d'entreprise. Donc il y avait à la fois des cessions et des acquisitions. Et j'ai eu de la chance parce que pendant ces 6 mois-là, il y a eu une acquisition, il y a eu 2 acquisitions, une cession. Donc pour un stage en corpo M&A, normalement on n'a pas trop d'activité. Là j'ai eu de la chance, vu que c'était le début, il y a eu pas mal d'activités. Et donc ces 2 expériences-là m'ont permis d'avoir, à mon avis, un CV intéressant pour le SCP. J'ai fait le SCP et derrière, j'ai eu mon stage de fin d'études chez BNP Paribas en M&A. OK, alors on va, juste très rapidement, donc clairement pour décrocher le master finance de l'ESCP, ces 2 stages-là, ils ont été, extrêmement importants, j'imagine? Ouais, Sans ça, je pense que c'est impossible d'intégrer ce master. Ils sont très, très sensibles, Philippe Thomas est très sensible, au parcours professionnel et à la qualité des stages que les gens ont. Ensuite, quand tu as, est-ce que tu peux parler un peu du master finance de l'ESCP? Très rapidement, nous dire, voilà, aujourd'hui, on sait que c'est le numéro 1 au classement du Financial Times. Qu'est-ce qui justifie, selon toi, ce classement? en fait, la sélection, elle se fait effectivement quand même sur la qualité académique. Donc, il faut arriver avec un dossier académique intéressant, donc une école initiale ou une formation initiale de bon niveau et surtout des bonnes notes au sein de cette formation. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le parcours professionnel et la cohérence du parcours professionnel. Avoir en fait une ligne directrice. Philippe Thomas, du coup, se met à la place d'un recruteur et il cherche la cohérence dans le parcours. Et c'est pour ça que ce master est numéro un, à mon avis, c'est que tout est fait pour l'employabilité de l'étudiant à la sortie du master. Je suis Il n'y a d'accord. pas de superflu. On n'est pas là pour faire de l'académique pour faire de l'académique ou de la théorie pour faire de la théorie. En fait, lui, quand il regarde des profils, quand il recrute, il essaie déjà de projeter dans quel type de boîte, de Exactement. banque il peut aller, sur quel genre de métier, est-ce que c'est un summer, un off-cycle, et cetera. Il a déjà une vision pour les étudiants de ce qu'ils peuvent, décrocher. Tout à fait. OK. Exactement. Durant le master de finance de l'ESCP, raconte-nous un peu, comment ça s'est passé tes recherches de stage justement? On sait que tu as terminé à la BNP, Ouais. mais raconte-nous un peu, Ah, et alors, pour le coup, ce qui est bien aussi avec ce master, c'est que c'est quand même une promo relativement resserrée. En corporate finance, on va être entre 70 et 80 personnes. c'est peut-être un peu plus aujourd'hui. Ah, OK. Ça a un peu changé, Ouais. mais à l'époque, c'était À ça. l'époque, c'était ça. Et donc du coup, ça permet de travailler en petits groupes et d'avoir en fait, de se mettre dans des tunnels de travail et de bosser et de viser les mêmes objectifs. Donc en fait, et pour le coup, c'est ce que je dis justement quand j'interviens dans les formations alumni. En fait, trouver un stage ou un emploi, c'est la loi des grands nombres. Si on envoie un CV et qu'on compte sur cet envoi-là pour avoir un retour positif, on voit bien que le pourcentage de chance, de l'avoir, il est compliqué. Par contre, si on envoie des dizaines et voire des centaines de demandes, bah, naturellement, on va obtenir 5 à 6 entretiens. Et sur ces 5 à 6 entretiens, on va obtenir 2 3 offres. C'est vraiment ce que j'ai fait à l'ESCP. J'ai fait un mapping de toutes les banques qui faisaient le métier, enfin de toutes les boîtes qui faisaient le métier que j'avais envie de faire, donc banquier d'affaires en M&A, et j'ai postulé partout. Tu as eu
combien de process donc où tu as passé le screening, tu les entretiens? Est-ce que tu te rappelles à peu près du Ouais, une dizaine, un peu plus d'une dizaine. OK. Est-ce que tu te rappelles de ton premier entretien en banque d'affaires? Ouais, c'était dans une Bonne expérience ou pas? non, compliqué, surtout quand on n'est pas préparé. Ouais, Parce que pour le coup, mon premier entretien en banque d'affaires, je pense qu'il était avant que j'intègre le SCP. d'accord. Donc c'était une banque d'affaires justement en lien avec la Berry Fine Food. C'était une banque d'affaires spécialisée dans l'agroalimentaire et clairement, j'étais pas préparé. Ouais. Parce qu'il Qu'est-ce qui s'est faut passé? j'avais pas les enfin, je j'avais pas le background nécessaire pour être préparé aux questions, auxquelles j'allais affronter et même l'état d'esprit et cetera. Enfin, j'avais pas fait assez de mock interview, j'avais pas fait assez d'entraînement, j'avais pas assez d'expérience, donc c'était compliqué. Par contre, une fois que j'étais chez BNP, tous mes entretiens se sont relativement bien passés, pardon. Je dis pas que j'ai tout réussi, j'ai pas obtenu toutes les offres, mais par contre, il n'y a jamais eu de gros loupés. Parce qu'en fait, dès qu'on arrive, dès la première semaine à l'ESCP, on est relativement bien formé. Il y a des étudiants qui viennent de sortir de la promo et donc du coup qui sont actuellement en stage qui viennent nous parler, qui viennent nous raconter leur expérience, qui viennent nous former sur les entretiens, etc. etc. La légende raconte que, tu as signé ton CDI après 3 mois de stage chez BNP. Oui. C'est extrêmement rare. Mm. J'ai peut-être même pas entendu cette histoire 2 fois. Mm. Comment c'est possible? Écoute, je pense que j'ai eu énormément de chance dans mon parcours, dans le timing et dans la corrélation des faits et dans la façon dont les choses se sont imbriquées. Effectivement, c'est extrêmement rare. Je pense que, c'est pas pour me le raconter, mais je pense que je suis le seul. On finit le SCP en avril-mai, généralement. Là, derrière, j'enchaîne sur un summer internship, mais pas dans une grande banque. J'ai fait ça dans un fonds à Londres pour meubler l'été. Et derrière, en septembre, je démarre mon stage chez BNP. Et donc, quand je démarre mon stage en septembre chez BNP, j'ai déjà 2 mois, enfin 10 semaines de stage dans un environnement financier à Londres. Et en plus, j'étais extrêmement bien préparé par la formation. Donc, dès le premier jour de stage, j'ai pas eu besoin de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'adaptation. Dès le premier jour de stage, j'ai dit écoutez, moi je suis chaud, j'ai envie de bosser, j'ai envie de vous aider. Et donc dès le premier jour de stage, j'ai été mis sur des dossiers importants. Et dès le premier jour de stage, j'ai pu faire mes preuves. Et ensuite, à l'époque, le système de recrutement des CDI chez BNP, il était timé. C'était tous les ans en octobre. Mi-octobre, le process démarrait. Et donc moi, je savais que si je voulais intégrer ce process-là alors que je démarrais mon stage début septembre, j'avais que un mois et demi pour faire mes preuves. J'ai essayé de maximiser cet aspect-là, de me rendre le plus utile possible, de montrer que j'étais extrêmement motivé. Là où en plus, dans la promo dans laquelle j'étais, on était une minorité d'étudiants en fin d'études. Donc j'ai pu aussi marquer la différence là-dessus. C'est-à-dire que s'il y avait un besoin pour démarrer très rapidement, bah moi j'étais dispo, contrairement aux étudiants qui avaient besoin de repartir à l'école pendant 1 an pour revenir ensuite. Chez BNP, il faut quand même repasser des entretiens. Donc j'ai quand même eu 3 tours d'entretien que j'ai réussi. Et effectivement, j'ai signé mon CDI fin novembre alors que j'avais démarré mon stage début septembre. OK. Dernière petite question, sur cette partie rapidement. Hem, quels qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu ferais différemment, sur, ton parcours d'étudiant, jusqu'à l'arrivée du CDI? Est-ce qu'il y a un truc que tu changerais? Et honnêtement, alors s'il y a un truc que je changerais, c'est peut-être m'intéresser au monde de la finance beaucoup plus tôt. Mais en même temps, étant donné le background familial, le background social, etc., je vois pas comment j'aurais pu faire. J'avais pas connaissance des choses, point barre. Donc en fait, la différence, c'est l'accès à Ouais, l'information pour et moi, c'est l'accès à l'information. OK. Pour moi, c'est l'accès à l'information. Si tu viens d'un enfin, et c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est juste, si tu viens d'un lycée parisien, potentiellement, tu côtoies des banquiers d'affaires quand tu vas au resto, quand tu sors dans la rue, quoi. Enfin, peut-être le père de ton ami, même au lycée, il est banquier d'affaires. Moi, à Montpellier, Ouais. il y a je veux dire, tu côtoies pas de banquier d'affaires. Mon père est arrivé en France à 18 ans, ma mère, elle est arrivée en France à 15 ans. Bon, compliqué de connaître ce milieu-là, de la finance et cetera, quand tu as ce background-là. Mais en même temps, je pense pas que je le changerai parce que ce qui a fait la différence au final, c'est la dalle. Au moins, je me suis pas reposé sur mes lauriers. Je dis pas que les gens qui viennent de background favorisés n'ont pas la dalle, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté. J'avais envie de faire les choses différemment. En plus, quand j'étais étudiant, je le prenais un peu comme une injustice, donc ça m'a motivé encore un peu plus. Donc au final, je changerais pas grand-chose. Ça marche. On va terminer cette partie avec un tout petit jeu où, je vais te proposer une boîte à questions. Ouais. Tu vas tirer et on va voir ce qui sort. Allez, je vais tirer ça. Hop. Tiens, prends une question.
Quand on ne vient pas d'une école target, faut-il compenser par la technique, le réseau ou une approche différente? Effectivement, il faut compenser par, tout, en fait. Par la technique, c'est-à-dire que quand on vient pas d'une école target, quand on n'a pas le profil, parfait, bah, il faut être irréprochable sur les sujets sur lesquels on peut être irréprochable et la technique, c'est soit tu as juste, soit tu as faux. Donc il faut avoir juste tout le temps. Le réseau, effectivement, bah, c'est comme ça qu'on va faire la différence. Networker, c'est pas uniquement pour demander quelque chose à quelqu'un. Oui, prends mon CV, et cetera. C'est aussi pour s'imprégner de la culture à laquelle on n'a pas 100%. accès. 100%. Et ensuite, l'approche différente, je dirais, c'est plutôt avoir, une motivation sans faille. Il va y avoir des échecs, se dire que ça fait partie du process et avancer. Ok. Putain, ça fait très motivational speaker ce que je dis, mais franchement, je le pense vraiment. Vrai ou faux, en M&A large cap, le stagiaire ne fait rien d'intéressant. Totalement faux. Ça dépend des équipes, ça dépend du timing, ça dépend du deal flow. Un stagiaire chez Lazare TMT, par exemple, je pense qu'il va faire beaucoup plus que certains analystes dans des très grandes banques. Donc ça dépend vraiment de l'environnement, du deal flow. Si on est dans un moment où la banque elle est ultra sollicitée par les clients, ben on va attendre du stagiaire qui soit très hands-on. Et donc du coup, naturellement, en fait, son rôle va plutôt s'orienter vers un vrai rôle d'analyste. Raconte-nous une fois où une personne avec qui tu as essayé de networker ne t'a pas respecté. Euh, Écoute, une fois, j'ai voulu networker avec la personne qui s'occupait du recrutement chez BNP Paribas à l'époque. Je pense que tout le monde la connaît, enfin les gens de ma période la connaissent. C'est un monsieur avec un prénom à particules. Et il m'a dit non, mais tu vois bien que c'est trop pour toi. En me regardant, en mode, je sais pas ce qu'il sous-entendait, peut-être Il- ma gueule, peut-être ma façon de m'habiller, ma façon de parler. Ça, c'était à quel moment de ton parcours? Avant le SCP. Et il te l'a dit dans quel contexte? Genre, c'était en face de lui Ouais, ou... ouais, en face de lui. En fait, justement, grâce au PDG de la BRI, la BRI était en process d'étudier quelle banque ils allaient prendre pour vendre la participation. Donc, le PDG m'a fait une intro chez BNP Paribas, donc auprès de deux MD. Les deux MD ont transféré mon CV à la personne du coup, qui s'occupait du recrutement à l'époque. Et c'était vraiment centralisé. C'était une personne qui décidait pour toutes les Ouais, je équipes. me rappelle très bien. Mais moi, je l'ai connu, Euh, il m'a dégagé au et QCM. donc, il m'a reçu. Je pense qu'il voyait ça en fait comme une obligation parce que Ouais, c'était le client, etc. Donc il m'a fait passer un test. À l'époque, il y avait un test de 23 questions. Il fallait avoir plus de ouais. 15 Le pour truc. QCM, moi, je l'ai raté. Exactement. Bah, moi, j'ai eu 17. Et il me dit, bon, normalement, le seuil, c'est 15. Mais vu ton profil, j'aurais attendu 18, 19 minimum. J'ai eu 17 quand même, comme ça. Et je lui dis, ok, bon, bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Il me dit, non, mais tu vois bien que c'est trop pour toi. En parlant de ce qui va suivre par la suite, c'est plutôt cocasse. Et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai contré, entre guillemets. On va passer à la deuxième partie qui, en fait, est un petit jeu entre deux moments de ton parcours. Et cette partie-là, ce jeu, ça s'appelle la revue de CV. Donc, ce Mhm. que je vais faire, c'est très simple, c'est très rapide, hein. Je te donne des CV qui s'afficheront sur l'écran aussi. Et tu vas me dire si, en tant que recruteur en M&A, par exemple chez BNP ou ailleurs, tu aurais sélectionné ce CV pour le screening, en gros. Ok, Et pourquoi tu le sélectionnerais ou pas. ok. Ok. Donc, le premier, J'étais pendant 2 ans responsable des recrutements stagiaires en plus. Master grande école de l'IESEG. C'est un CV qu'on pourrait regarder. Le format est le bon. Il correspond aux attentes en finance. Il y a 2 bons stages. Un stage dans un grand groupe, le groupe TF1. Un stage à venir dans un Big Four en audit. Donc ça, c'est une super expérience pour les gens qui souhaitent faire de la finance et plus particulièrement du M&A. Le point faible, c'est bah, du coup, il n'y a pas d'école target. Donc pour des banques extrêmement à cheval là-dessus, comme BNP par exemple, il faudra rajouter un master en finance. Mais voilà, mais sinon c'est un bon CV. ok. Moi je pourrais regarder. Ouais. Moi, je dirais que sur ce CV, ce que j'aurais quand même enlevé, c'est ce qui. En fait, il met qu'il ambitionne de faire un master finance dans une école target à partir Ouais, de 2027. Je pense que tant qu'il l'a pas, ça sert à rien de le je suis mettre. d'accord. Moi, j'ambitionne peut-être d'être président de la République. Ah, je Et suis pour d'accord. l'instant, c'est pas encore sur mon Ouais, CV. je suis d'accord. Si c'est un CV de banque, oui. C'est un CV, par exemple, pour intégrer le master, ça peut Ok. être OK. Je vais te filer un autre CV. Ok. C'est un très bon CV international. Il y a une école target, puisque c'est un étudiant du programme Grande École de l'EM Lyon. Il y a un super stage à la banque centrale, dans une banque centrale d'un pays émergent. Pour moi, le gros point négatif dans ce CV, c'est que les expériences, elles ne sont pas du tout financiarisées, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de KPI,
Il y a pas et il y a pas de réelle matière pour savoir ce que l'étudiant a vraiment fait pendant ses stages. Donc, profil intéressant, quelqu'un qu'on pourrait recevoir en entretien pour creuser un peu plus. Mais a priori, tu as des réserves Mais peut-être. a priori, j'ai des réserves. Ouais. Ok. Pareil, école Target, ESCP, excellent. Euh, Excellent CV. Donc, déjà un stage de 6 mois en M&A, en small cap, mais c'est déjà ça. Plus de KPI. Non, mais ça, pour le coup, c'est un très bon CV. C'est typiquement le genre de CV qu'on va screener, qu'on va prendre en entretien. Ok, propre. Allez, un dernier pour la route. Opa. Pareil, école Target, Sciences Po. T'en penses quoi, toi, de Financial Analyst, CIC à Bordeaux? Ça te parle? En fait, c'est compliqué. Financial Analysis of Large Corporate Account revenu avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions. À Bordeaux, je sais pas il y a combien de boîtes qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pareil, c'est compliqué. Pour le coup, ça, c'est un CV compliqué à noter ou juste à analyser. On n'arrive pas à voir c'est quoi la réalité du parcours de l'étudiant. Ouais, je suis Donc d'accord. là, le point fort, c'est Sciences Po. Master finance et stratégie en plus, qui est un excellent master. Par contre, en termes d'expérience, c'est un peu compliqué. Audacia, je connais parce que c'est le fonds du frère de Bec BD. Donc pour le coup, si tu as un peu de culture, et ben, en plus, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés dans mon parcours pour des investissements et tout. Donc avec ma vision actuelle, je pense que c'est un truc que j'aimerais creuser. Mais quand tu es vu que c'est des analystes qui reviewent les CV pour des stages en M&A, je pense que c'est un CV avec des expériences qui parleront pas à grand monde. Donc c'est pas un CV top tier. Je pense qu'effectivement, pour les étudiants, il faut peut-être éviter le terme financial analyst qui Mm. veut tout et rien dire. Ouais, On fait de l'analyse financière dans tous les métiers de finance. exactement. Peut-être qu'il faudra des mots-clés plus percutants du style credit analyst Mm. ou un truc comme ça, Je suis d'accord. afin de projeter un peu plus une réalité de métier. Ok, on va passer maintenant à la partie numéro 3, qui est, on revient sur ton parcours et maintenant on va parler un peu du M&A à la BNP. Ouais. Donc toi, tu étais dans l'équipe TMT. Déjà, est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer ce que fait l'équipe TMT de la BNP? Alors, l'équipe de TMT de chez BNP Paribas s'occupe des clients du coup, qui appartiennent à trois grands secteurs, technologie, médias et télécom, et les accompagne dans leur process de vente d'entreprises, de filiales ou leur process d'achat. Ou alors également dans leur process d'IPO, dans leur process de fusion, enfin bref, toutes les opérations de haut de bilan, comme on dit en finance, c'est-à-dire des opérations qui vont être structurantes pour la société, que ce soit en termes de cession ou d'achat d'entreprise ou en termes de financement, notamment financement equity. TMT, ça veut dire technologie, médias, télécom. Est-ce Tout à que fait. cette équipe-là chez BNP, elle a, on va dire, une practice où elle est plus forte? Ouais. Sur mes années, la practice principale, c'était la practice télécom. Parce que en fait, la France est un pays extrêmement développé en termes d'acteurs télécoms. On a des acteurs français qui sont pan-européens et même mondiaux, avec Iliad, Altis, Orange, qui est l'un des leaders en Afrique, par exemple. Donc ouais, l'aspect télécom était très présent chez BNP Paribas. En plus, il y avait tout l'aspect infrastructure. C'était une période où il y avait encore beaucoup de deals infra, achat et vente de tours, achat et vente de réseaux de fibres, etc. Maintenant, il y a beaucoup de data centers. Donc ouais, le deuxième subsecteur, ça va être le côté média, pareil, pour les mêmes raisons. BNP, banque leader en France, banque leader en Europe, qui accompagne des clients français des médias qui sont en fait des leaders internationaux, le groupe Vivendi, des gros groupes sur la musique, que ce soit Universal, Believe. J'aimerais pour les auditeurs qu'on parle un peu de la réalité du métier en M&A et notamment en tant qu'analyste, Mm. à travers un prisme un peu particulier, c'est que tu es passé associate en 2 ans au Mhm, lieu de 3, donc tu as été fast track. mhm. Comment on fait pour être fast track d'analyste à associate en 2 ans Beaucoup de chance dans le timing. Je démarre ma carrière en tant qu'analyste en janvier 2020. Et donc, si on se rappelle bien, mars 2020, c'est le Covid. Et donc, pendant le Covid, à part les 2, 3 premières semaines, il y a eu un boom d'activité énorme. Et en plus, chez BNP, les bonus sont payés fin mars. Et donc, du coup, bonus plus Covid, il y a eu énormément de départs. Donc, très rapidement, en fait, je me retrouve dans une équipe qui est très réduite, très resserrée, mais avec beaucoup d'activités. Et donc, du coup, quand tu as la possibilité de faire tes preuves et de montrer que tu réponds présent, bah, on te donne énormément de responsabilités. Et très rapidement, j'étais pas considéré juste comme un analyste 1. De toute façon, je pouvais pas l'être parce que surtout mes staffings, j'avais pas la hiérarchie classique director, VP, associate, analyste. Il y avait toujours un ou deux échelons qui manquaient. Donc parfois, je parlais en direct avec l'AMD
Et c'est ça qui a pu faire la différence. Donc je pense que c'est une question de contexte, voilà. C'est très contextuel. Donc après, une fois que le contexte est favorable, il faut répondre présent, mais sans contexte favorable, c'est très compliqué. Je pense pas que dans un autre contexte, par exemple, j'arrive 2 ans après, en 2023, jamais je suis fast-tracké, je pense. Parce que activité beaucoup plus faible, plus compliqué de faire ses preuves. Je connais ma qualité, c'est-à-dire que le travail, il est bien fait, etc. Mais là où je marque vraiment la différence, c'est sur l'état d'esprit et l'énergie, le dynamisme, etc. Ça se voit beaucoup plus quand on est sur une équipe resserrée que quand il y a énormément de monde. Très rapidement, après, pendant le Covid, juste après le Covid 2021-2022, BNP a énormément recruté. Donc, c'est beaucoup plus facile de se fondre dans la masse. Je pense que contextuellement, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, en fait, une situation, on va dire instable, de changement, et Ouais, cetera, fait que tu as été beaucoup plus exposé exactement. et tu as su, en gros, saisir cette Tout à chance fait. pour montrer que tu pouvais step Tout up à plus fait. rapidement. Et, OK. et un point, je l'ai demandé aussi. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui t'est offert sur un plateau. Donc moi, au bout de 2 ans, on me dit non, mais en fait, t'es pas du tout considéré comme un analyste dans l'équipe. Tu es considéré comme un associé, voire un associé senior. Bah, du coup, je lui ai dit ok, bah, dans ce cas-là, donnez-moi le titre qui va Donne-moi le avec. grade. Exactement. OK. Mais il y a plein de gens qui, malheureusement, je pense qu'ils auraient pu potentiellement dans le passé l'avoir, mais ils n'ont jamais demandé. Moi, j'ai demandé, ça m'a été attribué. Donc voilà. OK. Au niveau du recrutement des stagiaires, donc toi, tu étais en charge du recrutement, tu fais Ouais. partie des personnes en charge. Est-ce que tu as vu, durant les quelques années que tu as passées chez BNP, une évolution, profil des étudiants ou même, indépendamment de leur profil CV, même dans leur mentalité? Hmm. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, tu trouves? Ouais, énormément. Pas forcément. Donc, j'ai été responsable du recrutement des stagiaires pendant mes 2 années d'analyste. Mais la différence, je l'ai beaucoup vue une fois que je suis passé associé. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris du recul, j'avais plus d'expérience, ou je travaillais un peu moins en direct avec les stagiaires aussi, naturellement. Effectivement, il y a une évolution énorme. Les étudiants sont beaucoup plus détachés. Ils ont besoin de beaucoup plus de drive, en fait, d'être drivés, d'être motivés. Et du coup, c'est plutôt aux analystes, aux associés, enfin, en tout cas, à la structure qui les accueille de s'adapter. Il y a toujours des étudiants qui sont extrêmement focus, qui savent ce qu'ils ont envie de faire, etc. Mais là, il y a beaucoup. Enfin, moi, ce que j'ai remarqué sur la fin, c'était beaucoup d'étudiants qui ont envie de marquer en fait sur leur CV, voilà, M&A, et qui savent déjà qu'ils vont pas en faire leur métier, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'ai démarré. Et pour le coup, on a eu d'excellents stagiaires, on a eu d'excellentes promos de stagiaires chez BNP. Et bah, d'ailleurs, c'est ton meilleur stagiaire ever, c'était quoi son profil? Les stagiaires marocains, en général, Ah ouais? sont très, sont très bons. Aussi, moi, je C'est pense qu'il quoi? y a une question d'atome crochu et il y a une question aussi de le drive, la motivation, l'état d'esprit qui colle moi à ce que j'attends, c'est-à-dire quelqu'un de upbeat, quelqu'un de motivé par ce qu'il fait, etc. Je le retrouvais très beaucoup dans les stagiaires marocains. Donc, je pense à Ziad, je pense à Ismail, par exemple, ils se reconnaîtront s'ils regardent le podcast. J'ai eu que des très très bons stagiaires, parce qu'en fait, et je pense que ça, c'était un point, par exemple, que j'aurais pu améliorer à l'époque. Je pense pas être un excellent formateur si la personne, en fait, si je sens pas de motivation chez le stagiaire. Donc, en fait, très rapidement, j'arrivais à détecter le stagiaire qui était motivé, le stagiaire qui l'était pas. Celui qui l'était pas, je passais pas beaucoup de temps. J'avais déjà des très très grosses semaines. J'avais pas envie de me battre contre le vent là-dessus. Pour être très concret, sur, parce que, OK, tout le monde peut entendre, je suis un stagiaire motivé, pas motivé. Est-ce que tu as un exemple du quotidien Oui, qui montre un première, stagiaire motivé ou bien pas? sûr, première tâche qu'on va tous demander à un stagiaire, c'est des recherches, tout simple. Google. Je demande à un stagiaire, OK, il faut que tu me trouves ces informations-là. Il revient une demi-heure après, il me dit, j'ai rien trouvé. Ou alors juste une demi-heure après, j'ai trouvé deux, trois trucs. Versus le gars qui prend le temps, qui va faire des recherches, qui va me compiler tout ça dans un email carré, qui va me demander, une fois qu'il a accompli cette tâche, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que ça te convient? Est-ce que je peux ajouter des informations? Est-ce que je peux t'aider sur une autre tâche? Voilà, la différence, elle est faite. Mais vraiment, sur le terrain, ça se voit, la différence. En gros en gros, les tâches qui plaisent à quasiment personne en général, Mm, il y a ceux qui veulent, s'en débarrasser, ça leur brûle les mains, tout de suite, exactement. et il y a d'autres qui, en fait, comprennent l'intérêt et veulent creuser le sujet et ils ont Exactement. pas d'affect vis-à-vis de leurs tâches. Exactement. OK. Et en termes d'état d'esprit, il y a aussi la façon dont, quand on briefe un stagiaire, la façon dont il reçoit le briefing. S'il est motivé, qu'il montre de l'intérêt, qu'on voit dans ses yeux que c'est un sujet qui l'intéresse, qui se dit ah ouais c'est cool, qui pose des questions, ok je fais ça, mais est-ce que putain, je vois que tu bosses sur le modèle, est-ce que tu pourras me montrer si tu as 5 minutes? Ça montre une motivation supplémentaire et c'est pas présent chez tout le monde. OK.
Avant de prendre la nouvelle boîte à questions, je voudrais, aborder un tout petit sujet. C'est tous les étudiants, ils sont, matrixés par les banques américaines, les élites boutiques et cetera. Toi, tu as bossé chez BNP, probablement meilleure banque française, qui, pour le coup, a son mot à dire dans l'univers global du M&A, en tout cas en France. Pourquoi, BNP, c'est aussi un endroit où c'est intéressant de travailler? Il faut pas, à mon avis, en fait, il faut regarder en fonction du contexte. Je vais revenir souvent, il y a l'environnement, il y a le contexte et cetera, c'est un peu ma maraude, mais contextuellement, à Paris, à mon avis, il vaut mieux travailler chez BNP que dans certaines banques américaines qui, en fait, où le bureau parisien n'est qu'une antenne. Chez BNP, au moins, quand on est à Paris, on est dans le hub mondial de la banque. Tous les gros deals qui se passent en France, on peut être sûr que BNP sera présent. Et donc, en fait, moi, très rapidement, c'est ce dont je me suis rendu compte. Euh, Pendant le Covid, par exemple, première année d'analyste, très rapidement, au bout de 6 mois, 7 mois, on était énormément chassés parce que toutes les banques voulaient recruter par des banques américaines, par des grosses boutiques, etc. Mais rapidement, vu que j'étais staffé que sur des projets intéressants et qu'en fait, ces équipes-là, ces banques américaines, ces boutiques, je les avais soit en face de moi, soit en commanda, mais je ne voyais pas l'intérêt de changer de banque. Donc, en termes de qualité de deal à Paris, on est dans le top tiers. Et après, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de culture d'entreprise, c'est une question d'environnement. BNP va quand même faire un peu plus attention à ses juniors que des banques avec une culture un peu plus dure. Et moi, ça me plaisait bien. Je On me sentais bien. Et on va pas citer de On nom. va pas citer de nom, mais tout le monde sait de qui on parle. Ça marche. Bah, écoute, on va passer à la boîte à questions à nouveau. Est-ce que tu donnes leur chance à d'autres étudiants non-target comme tu l'étais? Oui, quand j'étais chez BNP, je donnais leur chance à des étudiants non-target, mais à partir du moment où ils avaient rajouté un master en finance, enfin, je donnais leur chance au profil un peu différent. Par contre, on avait une grille en fait on avait une checklist à remplir pour que le CV qu'on recrute soit validé par les RH, et le côté en fait target school était quand même obligatoire. Avant de passer à l'autre question, ce que tu veux dire par là aussi, et c'est vachement important que les gens comprennent, c'est que parfois, un opérationnel va croire en un étudiant, un profil qui rentre pas forcément dans les cases, mais parfois, tu as quand même ce filtre RH que tu peux pas bypasser. Parfois, Dans, tu arrives à convaincre, mais parfois, c'est impossible et c'est pas ta faute. dans les grosses structures, c'est impossible. Dans les grosses structures qui ont un peu, comment dire, qui ont organisé le recrutement, donc que ce soit les très grosses banques françaises, BNP, SG, CACIB, les banques américaines, JP, Morgan Stanley, Goldman, les grosses boutiques Rothschild, Lazare, c'est très compliqué. C'est impossible de faire sans les RH. Elles ont le dernier mot, même quand même quand on reçoit le CV du fils des enfants d'un client, par exemple. C'est extrêmement compliqué de passer outre. Dans les boutiques un peu plus petites, dans les banques un peu plus entrepreneuriales, là, il y a beaucoup plus de liberté. Une recommandation santé pour ceux qui font du M&A assis derrière leur bureau toute la journée. C'est pas mal, ça fait le Bah oui, lien tu avec. es un pro du bien-être Euh, aujourd'hui. On va en reparler, non, mais ça, c'est un point extrêmement important. Moi, en l'occurrence, ce qui m'a fait tenir et ce qui m'a fait, à mon avis, me sentir bien, bien bosser, et donc du coup, qui avait un impact direct sur la façon dont les gens percevaient mon travail, c'est que j'ai toujours maintenu ma routine sportive. C'est un truc qui me plaît et qui me permet de me sentir bien. Et donc, tous les jours, j'ai essayé de faire quand même du sport tous les jours. Je le faisais avant d'aller au bureau. En M&A, tout le monde le sait, on termine tard, donc parfois on peut commencer un peu plus tard. On n'arrive pas au bureau avant 9h30, 10h. Nous, on était connus pour ça, l'équipe TMT, on démarrait super tard à 10h. Ça me laissait largement le temps de faire ma séance le matin. Je dis pas qu'il fallait faire une séance de sport de 1 heure, mais je faisais mes 30-45 minutes. Et je sais que quand je le faisais pas, enfin, moi je parle vraiment d'expérience perso, quand je le faisais pas, j'étais moins frais, moins motivé, plus énervé pour des conneries. Et donc du coup, ça se ressent directement sur le travail, l'ambiance avec les collègues, l'ambiance avec les seniors, l'ambiance avec les clients. Donc voilà, moi je dirais essayer de trouver une activité qui nous fait plaisir et essayer de la maintenir tous les jours, vraiment avoir une emprise. Au moins, on sait que chaque jour, on va avoir un truc pendant une demi-heure qui me fait plaisir. Ça peut être de la course à pied, ça peut être jouer aux échecs, ça peut être aller à la salle. Moi, pour moi, c'était aller à la salle. on va passer à deuxième jeu. Et là, c'est le jeu des anecdotes. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter 2 ou 3 anecdotes et tu vas devoir deviner si elles sont vraies ou fausses. Et après, si toi, tu as des anecdotes, on peut jouer au même jeu Mm. avec moi qui dois deviner.
OK. Première anecdote, vrai ou faux, un stagiaire Lazare, premier jour du stage, première heure de son stage, se pose sur son bureau, prend le téléphone fixe et appelle l'assistante de l'équipe pour lui demander qu'elle lui ramène un café. Vrai? C'est vrai, C'est aussi c'est du possible. vécu. Apparemment, C'est je je énorme. je crois que tu as lui, pour le coup, je crois que c'était le fils d'un très gros client et il devait probablement être habitué à ce qu'on Heu, lui serve des choses toute la journée. Ça m'étonnerait pas que ce soit On lui a un servi un stage, heu, donc on lui sert un café, c'est c'est logique. énorme. Hem, OK, celle-là, elle est un peu plus corsée. On est un jeudi soir et une équipe de stagiaires d'une grande banque, sort en boîte et l'un des stagiaires, boit un peu trop, rentre chez lui, se vomit dessus, s'endort et puis il entend pas son réveil. Là, pris de panique, il prend ses affaires, il court vers le bureau et en arrivant au bureau, il se rend compte qu'il a gardé son costume, Je crois que je la connais cette vraiment histoire. très Elle est sale. vraie. Je la connais cette histoire. Elle est vraie, Ouais, ouais, je effectivement. la connais cette histoire. Est-ce que tu sais que, pour la petite histoire, ce jour-là, le pauvre, il a fini à 4 heures du matin? Oh! C'est rude. C'est très, très rude. Ça devait être Ah, rude, c'est hein. rude. C'est horrible. Ah oui, je la connaissais. OK, troisième histoire, tu vas devoir deviner si elle est vraie ou fausse. Un MD, en large cap, va en meeting pour pitcher un CEO du CAC. Il a ramené des books, OK? Le meeting se passe et à la fin du meeting, le client vient serrer la main du MD, le regarde dans les yeux, prend le book et le jette à la poubelle. Non, c'est faux ça. C'est vrai. Waouh, c'est chaud. C'est OK. chaud, hein? Ah ça, c'est chaud parce que OK, je vois pas quel, PDG du CAC, pourrait faire ça, mais OK. C'est très, Ça très vrai et c'est là où, parfois on se dit, «Ouais, mon MD, il est dur avec moi», mais mais le client peut être dur aussi peut être avec très, très le dur, mais ça, c'est osé. Ouais, c'est un ouais. client qui est sûr de lui là. Ouais, c'est pas très Ouais, respectueux. c'est pas Après classe. peut-être que le book était à chier, hein. Ouais, mais c'est pas classe. Ouais, On peut le on dire. est Il d'accord. y a d'autres façons de dire qu'un bouc est à chier ou de dire: «Écoute, je connais mon métier, là, ce que tu me racontes, c'est pas vrai, je suis dans cette industrie depuis 20 ans» et voilà, point barre. Ouais, c'est en vrai, On passe à autre chose. Là, c'est dur. c'est très Là, irrespectueux. c'est dur. Est-ce que toi, tu as une anecdote à nous raconter Ouais, ou? jour d'annonce des bonus, nouvelle analyste. On était reçus, personne par personne dans le bureau du head of EAG pour recevoir l'annonce des bonus. Donc cette analyste, du coup, c'est son tour. Elle est appelée dans le bureau. Elle reçoit son bonus. Manifestement, elle n'était pas contente. Elle arrive, heu, du coup, elle revient sur le floor. Elle jette son sac, elle jette son cahier et elle dit: «Putain, mais avec ce bonus-là, moi, je voulais m'acheter un Chanel, je vais être obligée de m'acheter un sac de secrétaire». Et ça, c'est, tu vois, le genre bon, ça, c'était pour le coup, c'est marrant. Moi, sur le coup, j'hallucine et tout. Et c'est vraiment pour dire que, voilà, quand c'est vraiment une phrase de c'est vraiment une phrase osée C'est une phrase de banquier. et c'est une phrase de, voilà, c'est une phrase de parisien pédant, banquier et cetera. Je pense pas que ce soit le genre de mood dans lequel il faut être quand on intègre ce milieu-là, à mon avis. La deuxième, c'est pas moi. Un VP, doit aller en meeting et pour le coup, le client, il est, à Singapour. Donc donc il va en meeting, donc il prend l'avion, il va en meeting, il va jusqu'à Singapour et le meeting, il est annulé et il fait le trajet inverse dans la même journée. Vrai ou faux? Alors moi, j'ai envie de dire que Ouais, c'est vrai. c'est vrai Ouais. et en fait, moi, je connais une histoire un peu similaire où, la banque a pas voulu payer au gars, une chambre d'hôtel, pour, la nuit et du coup, il s'est un peu douché, dans les chiottes, de l'aéroport. Ouah, ça, c'est une dinguerie. Ouais, Ouais. Non, non, là, pour le coup, il a eu la chance. Il a eu un aller-retour en business jusqu'à Singapour en vol, en direct, Air France. Mais bon, se taper, je sais pas moi, 12 heures de vol aller, 12 heures de vol retour pour rien, ouais, c'est un peu dur. compliqué. C'est dur. On va passer, à la dernière partie sur ton parcours où on va discuter, de ton projet actuel. Donc là, comme je l'ai dit au tout début, tu es directeur général de Wellness Society. Tout à fait. Bon, est-ce que tu veux, m'expliquer, tout simplement ce que c'est, Wellness? Ouais, très rapidement, Wellness Society, c'est un écosystème dédié au bien-être qui a été créé, en 2009 du coup par, Abdelbi Amirage qui est mon père. Pour l'instant, en fait, on met, à disposition de nos adhérents et du consommateur des lieux de pratique sportive. On a plusieurs marques. On a les Cercles de la Forme qui est le réseau parisien, généraliste. On a Circle Club qui est, qui sont des lieux de proximité. On a Shadow Studio qui sont des boutiques gym, immersives. Et on a, Metabolic qui est notre marque un peu, orientée performance et cetera. Donc on a plus d'une quarantaine de salles, en France maintenant, dont 29 à Paris
Et voilà, on essaye de développer en fait le leader du bien-être, en France. Pour l'instant, le pilier sur lequel on s'appuie, c'est les salles de sport. Mais ensuite, l'idée, c'est de développer un écosystème 360 autour du bien-être. Et donc, c'est quoi, à part les salles de sport, ce que tu entends bien-être? Application, le côté, mind, donc c'est-à-dire prendre soin de soi au niveau de la santé mentale également. Il y a le côté, diététique aussi, smart food qu'on fait déjà, donc vendre des produits bons au goût, mais aussi bons pour la santé. Au lieu de prendre un Mars plein de sucre, on va prendre, une barre protéinée par exemple. Donc toutes ces adjacences-là. Est-ce que ce projet, il germait déjà dans ta tête, depuis tes années, à la BNP? Puisque à la Ouais, base, en fait. un projet familial? Tout à fait. Comme je t'ai dit, donc l'aventure, elle a démarré en 2009 et moi, en fait, toute la construction de mon parcours était orientée pour rejoindre ce projet et apporter ma pierre à l'édifice et pour pouvoir apporter un sang neuf et pour vraiment apporter quelque chose de game changer pour ce projet-là. Et tout a été réfléchi. J'ai fait 5 ans et je comptais faire 7 d'ailleurs, mais j'avais 5 ans et sur ces 5 années-là, j'ai essayé d'apprendre et d'emmagasiner un maximum de réseaux, de savoir, de moyens financiers également, puisque tous les bonus, ont été mis de côté et cetera, justement pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et développer ce projet. Qu'est-ce que ton parcours de banquier M&A apporte à ce projet, aujourd'hui? Franchement, il a énormément apporté. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir l'utiliser aussi rapidement parce que j'ai quitté la banque en juillet 2024 et en juillet 2025, on a signé une grosse acquisition pour nous, une acquisition transformante, parce qu'on a racheté les Cercles de la Forme qui étaient détenus par Montefiore. Et donc, du coup, sur les 6 mois de deal de janvier 2025 à 31 juillet, le closing, bah, en fait, j'étais dans une peau de banquier d'affaires parce que j'ai servi avec mon associé, Maxime Rives, qui est aussi un ancien banquier, lui, de chez Lazare TMT, justement. On était la banque d'affaires de notre société. On n'a pas pris de banque d'affaires conseil d'ailleurs, on avait juste notre cabinet d'avocats. Et donc, du coup, bah, très rapidement, j'ai pu mettre à profit et mettre sur le terrain ce que j'ai développé pendant plus de 5 ans chez BNP. OK. En M&A, on parle beaucoup de synergie. Heu, Toi, tu rachètes, on va dire, par exemple, des salles de sport. Mm. C'est quoi, en fait, le modèle dans ce milieu-là pour, créer des synergies? Parce que quelque part, on peut se dire: «Bon, bah, des salles, c'est des salles, elles sont Ouais. indépendantes, elles ont leurs coûts, leurs salariés et cetera». C'est quoi les synergies quand tu commences à agréger comme ça des groupes, de salles de sport? Il y a des synergies simples, donc il y a l'effet de réseau. Une salle seule n'a pas la même force qu'une salle qui appartient à un réseau, que ce soit au niveau marketing, au niveau du service qui est proposé aux clients, le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir s'entraîner dans plein d'endroits différents, le fait d'avoir accès à plein d'activités différentes. Il y a le fait, et ça c'est le point à mon avis le plus important, c'est que pour motiver et pour driver les collaborateurs, en fait, un responsable de salle dans un réseau, ou dans une salle unique, sa trajectoire ou son ambition ou ce qu'il peut envisager en tant que pour sa carrière à long terme, c'est très limité. Alors que quand il est au sein d'un groupe en croissance, dynamique, qui, grandit, qui acquiert de nombreuses salles, bah, il sait qu'il peut passer les échelons, il peut diriger une salle, ensuite diriger un groupement de salles, potentiellement passer sur un autre métier si ça l'intéresse, que ce soit au marketing, que ce soit au service client, que ce soit au B2B, ce genre de choses. Donc, au niveau de la construction, pour la construction des équipes, c'est sans commune mesure. Il y a souvent des deals, dans ce milieu, enfin des opportunités que tu vois passer ou Ouais, c'est ouais, c'est un milieu qui est ultra actif là, en fait, c'est le milieu avec le monde de la nuit qui a été le plus impacté par le Covid, puisque à part les boîtes de nuit, il y a aucun autre lieu d'activité qui a été plus fermé que les salles de sport entre 2020 et 2022. Et donc du coup, à partir de 2023, il y a eu un regain d'activité M&A. Il y a Episode qui a été vendu. On a piloté aussi le rachat de Neonest par Keep Cool en 2023. Non, en 2022, pardon. Il y a de nombreux studios qui se montent quasiment toutes les semaines à Paris avec des nouvelles expériences. Là, il y a Montefiore qui a cédé du coup les cercles de la forme. Il y a Basic Fit qui a racheté un opérateur allemand là il y a quelques semaines, c'est avec un deal à plus de 160 millions. Donc, ouais, ouais, c'est un marché qui est extrêmement dynamique en ce moment, que ce soit en Europe ou aux US d'ailleurs. c'est quoi ton ambition sur les, je sais pas, 5-10 prochaines années? C'est quoi ta vision, de Wellness Society? Ah, sur les 10 prochaines années, c'est d'être le leader du bien-être en France.
que ce soit, en fait, en mesurant peut-être pas en nombre de salles, mais en tout cas en mesurant l'impact de l'écosystème qu'on a envie de construire sur la vie de nos consommateurs. À 5 ans, c'est à minima de doubler de taille. Donc là, on a près de 50 salles. À la fin d'année 2026, on aura 50 salles. Il faut que d'ici 2030, on en ait 100. OK, je propose qu'on passe à la boîte à questions avant la dernière partie. Let's go. Hop. Quelles sont selon toi les principales raisons qui poussent de nombreux banquiers à quitter le M&A? Je pense qu'il y a le fait d'être rentré dans ce métier sans réelle vision long terme et sans réelle motivation, enfin sans réel objectif. Est-ce qu'on a fait ce métier-là parce que ben, toujours dans toute notre vie, on a choisi les parcours d'excellence, prépa, école de commerce top 5, derrière il faut faire de la finance, derrière je fais du M&A parce que c'est le métier roi en finance, et donc du coup une fois que je suis là-dedans, ben, je ne sais pas trop quoi faire. Et ensuite il y a, je pense, le rythme de vie qui commence à marquer quand même parce que on pense que l'intensité diminue avec les années. En fait, l'intensité, elle se décale, elle passe sur d'autres sujets. Donc, c'est un métier qui est dur à garder si on n'a pas un drive exceptionnel sur de longues années. Avec du recul, tu dirais que le M&A t'a appris quoi et qu'est-ce qu'il ne t'a pas appris? Ce qu'il m'a appris, la rigueur, la technique financière, le fait de savoir tenir des échanges et avoir des réunions à un haut niveau, entre guillemets, ou à un niveau stratégique d'un point de vue business. Ça, c'est vraiment ce que ça apprend. Ce qu'il n'apprend pas, par contre, c'est le business sense. Ça, c'est un truc qu'il faut développer en parallèle. La curiosité intellectuelle, une vision stratégique qui se développe via des lectures ou via des rencontres. Qu'est-ce qui est le plus dur à manager? Un analyste M&A ou un manager de salle de sport? Pour le coup, le plus dur, non, aucun des deux. C'est juste que du coup, ils vont pas répondre aux mêmes choses. Un manager en salle de sport, généralement, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport. C'est quelqu'un qui est potentiellement passé par des sports co. Donc, il a l'habitude de travailler en équipe. Et surtout, il adore et le challenge et le défi. Donc, en fait, pour avoir les bons leviers de motivation, c'est facile. On va mettre en place des challenges. On va le mettre en compétition, pas face à d'autres personnes, par exemple. Donc, ce management-là, il est un peu plus. Moi, il est plus naturel parce que j'adore le sport. Donc, c'est des choses que j'arrive à activer, je pense, facilement. Un analyste M&A, normalement, il va avoir une motivation et un sérieux très, très élevé. Mais après, il faut s'adapter à la personne, il faut savoir qu'est-ce qui le fait vibrer vraiment pour réussir à le manager. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment du management en M&A? Ouais, c'est déjà une Compliqué. question. Ouais, C'est déjà une question en soi. je suis d'accord. C'est plutôt, voilà, tu sais ce que tu as à faire, il faut le faire et point barre. OK. OK, très clair. Bah, écoute, je propose qu'on passe à la dernière partie. C'est un petit jeu qui s'appelle, le mercato. Ok. Donc le mercato, c'est quoi? Je vais, te proposer des banquiers. Tu vas devoir constituer une équipe. Tu as 100 crédits, tu vas voir chaque banquier coûte un certain nombre de crédits et tu dois constituer, une équipe, OK? Ok. Donc Cool. Ok, donc on a Jean-Marie Messier, Emmanuel Macron, Mathieu Pigas sur le côté showbiz. Donc VLS, Grégoire Chertok et Eric Marie sur le large cap. David Salabi, Olivier Dardel et Jean-Baptiste Marchand sur le mid cap. Je suis moins spécialisé du mid cap, donc je vais prendre Jean-Marie Messier, parce que pour les années folles de Vivendi, c'est quand même la classe. Euh, Vincent Lestradic, qui est en fait, je pense, le meilleur banquier M&A de sa génération. Je pense peut-être en France, c'est sûr. En Europe, voire worldwide, en TMT, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont son track record et surtout la motivation et le fait de continuer à servir ses clients comme il le fait. Et en plus, toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ou avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui ont bossé avec lui, m'en disent que du bien au niveau même humain. Il est extrêmement exigeant, mais humainement, c'est quelqu'un de top apparemment. Donc là, je suis à 80. Et ensuite, en mid-cap, je connais un peu moins. Donc je dirais Olivier Dardel. Mais je suis un peu moins spécialisé dans le mid-cap. bon, eh bien, on va s'arrêter là. Déjà, merci beaucoup Maher, pour ton temps. C'était Merci à hyper toi. intéressant. Merci beaucoup à Adrien pour l'invitation. J'ai passé un super moment. C'était super cool. Et si des personnes ont des questions additionnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. J'essaie d'être réactif et de répondre à tout le monde. Et merci à tous, de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Et puis, ben, laissez, un like, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir les prochains, épisodes. Merci beaucoup.